La poussière du Sahel retombe et la frontière de Dola se durcit. Pendant des décennies, on y échangeait des enveloppes et des faveurs. Ce soir, les phares éclairent des douaniers qui avancent sans pot de vin avec une discipline revendiquée et le bruit des scanners remplace les murmures comme si chaque contrôle devenait une déclaration publique. Ce renversement, présenté comme une preuve que la souveraineté économique commence au poste frontière, prend un visage. Ibrahim Traoré et une promesse d'intégrité répétée à voix haute, inspection après inspection. Reste une question. Qui osera copier cela ailleurs? Ce récit ne promet pas une célébration aveugle ni un manifeste idéologique. Il propose autre chose. Comprendre comment une réforme administrative, apparemment technique, peut devenir un test grandeur nature de la crédibilité de l'État. En suivant le fil des postes frontières, des saisies et des chiffres de collecte, il s'agit de voir ce qui change concrètement quand les règles cessent d'être négociables. Le bénéfice pour l'observateur est simple. Discerner en 10 à 15 minutes d'attention soutenue si l'intégrité peut réellement produire de la sécurité, de la confiance et de la croissance sans discours abstrait. L'enjeu dépasse le Burkina Faso. Dans une région marquée par l'instabilité, chaque frontière est un point de fuite possible pour la corruption, la contrebande ou le financement violent. Si une administration longtemps considérée comme défaillante peut être retournée, cela interroge les modèles dominants de réforme, souvent importés et rarement enracinés. La question n'est donc pas seulement ce qui a été fait, mais ce que cela implique pour d'autres États confrontés au même dilemme. Au premier trimestre 2024, l'administration des douanes du Burkina Faso a collecté plus de 262 milliards de francs CFA, soit 138% de son objectif, affichant une hausse de 784% par rapport à l'année précédente. Ce chiffre, rarement atteint dans la région, a surpris même les observateurs locaux, car il provient d'un service longtemps associé aux fuites, aux arrangements informels et à la résignation bureaucratique. Cette rupture chiffrée sert de point d'entrée pour comprendre ce qui s'est réellement déplacé sur le terrain. Avant l'arrivée d'Ibrahim Traoré au pouvoir en 2022, les postes de douane étaient décrits comme des lieux figés. Les mêmes agents restèrent des années au même endroit, développaient des loyautés locales et transformaient la frontière en marché tacite. Les camions passaient là plus vite avec une enveloppe qu'avec des documents conformes. L'État perdait ses recettes par une multitude de petites concessions quotidiennes, invisibles mais cumulatives. Le changement n'a pas commencé par des slogans publics, mais par des décisions internes. Les salaires ont été relevés pour réduire la dépendance aux paiements informels. Des systèmes de rotation obligatoires ont cassé les réseaux installés. Les déclarations de patrimoine sont devenues une exigence, non une formalité. Dans les centres de formation, les agents ont été exposés à des modules d'éthique et de responsabilité présentés comme des ordres opérationnels, pas comme des principes abstraits. Ce cadre explique pourquoi la réforme a produit des effets rapides. Elle a combiné discipline hiérarchique, incitation matérielle et contrôle mesurable. Sous Ibrahim Traoré, la douane n'a pas été traitée comme une simple administration fiscale, mais comme un levier de souveraineté économique. Ce choix a redéfini la frontière non plus comme une ligne périphérique, mais comme le premier espace où l'État prouve sa crédibilité. Sur le terrain, cette réforme a pris corps à travers des figures administratives jusque-là invisibles. Les agents de nuit au poste de Dola ou de Kankandola sont devenus des personnages centraux d'un changement discret, observé d'abord par les transporteurs et les commerçants. Leur posture a évolué. Mêmes uniformes, mais comportements différents, saluts réglementaires, procédures appliquées sans négociation. Pour les usagers habitués aux arrangements tacites,
Ce basculement a été immédiat et déroutant. Un cas revient souvent dans les témoignages internes. Un officier, resté plus de 8 ans, au même poste frontalier, a été réaffecté sans préavis dans le cadre du nouveau système de rotation. La décision a rompu des liens locaux anciens, mais elle a aussi signalé que les positions n'étaient plus des propriétés personnelles. Ce type de mesure, peu spectaculaire en apparence, a produit un effet d'entraînement rapide sur l'ensemble des équipes. L'impact s'est également mesuré dans la relation avec les citoyens. Les contrôles sont devenus plus prévisibles, les délais plus clairs et les règles plus lisibles. Les chauffeurs routiers ont commencé à dire qu'ils passaient désormais parce que leurs documents étaient en règle, non parce qu'ils avaient payé. Cette normalisation a renforcé une idée simple. L'obéissance à la loi devenait moins coûteuse que son contournement. Et, au fond, quand les règles cessent d'être négociables, la confiance commence à revenir. Avant la réforme, la frontière fonctionnait selon un rituel informel bien rodé. Les camions arrivaient, les documents étaient examinés à la hâte, puis les discussions se déplaçaient hors cadre. Un paiement discret accélérait le passage, un refus bloquait la cargaison. Ce système n'était pas officiellement reconnu, mais il structurait le quotidien. Après 2022, la séquence s'est inversée. Les mêmes gestes ont été repris, mais vidés de leur dimension négociable. Les contrôles sont devenus systématiques, traçables et surtout observés par une hiérarchie redevenue présente. Le premier déclencheur a été organisationnel. Des rotations rapides ont déplacé des agents installés de longue date, parfois contre leur gré. Cette rupture a créé des tensions internes, mais elle a aussi empêché la reconstitution immédiate de réseaux locaux. Dans le même temps, des formations ciblées ont été déployées dans les postes frontaliers, non comme des séminaires théoriques, mais comme des mises à niveau opérationnelles. Les agents ont appris à appliquer des procédures standardisées, à utiliser de nouveaux outils de contrôle et à documenter chaque inspection. Le second temps a été technologique. L'introduction progressive de scanners, de systèmes numériques, de déclarations et de plateformes automatisées a réduit les interactions informelles. Chaque passage laissait désormais une trace. Les écarts devenaient visibles, comparables et auditables. Cette visibilité a modifié les comportements plus efficacement que les discours. Là où la corruption prospérait dans l'ombre, elle se retrouvait exposée par les données. Le point culminant est venu avec les premières opérations de saisie à grande échelle. À Péna, une intervention nocturne a révélé des stocks de médicaments contrefaits, de cigarettes illégales et de produits toxiques dissimulés près des marchés. La valeur financière était élevée, mais l'impact symbolique l'était davantage. Pour la première fois depuis longtemps, les douanes apparaissaient comme une force de protection directe de la population, et non comme un simple organe de perception. Les répliques ont suivi rapidement. Des audits d'intégrité mensuels ont été annoncés. Une ligne de signalement anonyme a permis aux citoyens de rapporter des abus. Les agents récalcitrants ont été écartés, tandis que de nouveaux profils, plus jeunes, ont été promus. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, la réforme n'a pas été présentée comme un épisode ponctuel, mais comme un processus continu, où chaque inspection devenait un test de cohérence. Ainsi, la chronologie révèle un enchaînement clair: discipline interne, outillage technique, démonstration publique, puis consolidation. La frontière n'a pas changé en un jour, mais elle a cessé d'être un espace tolérant, l'exception permanente. Avant la réforme, la douane burkinabé collectait des recettes en deçà de son potentiel, avec des écarts chroniques entre les flux commerciaux réels et les montants effectivement perçus. Après la réorganisation engagée sous Ibrahim Traoré, le delta est devenu visible: 262 milliards de francs CFA encaissés au premier trimestre 2024, soit 138,8% de l'objectif fixé,
contre une performance largement inférieure l'année précédente. Ce saut n'est pas présenté comme un miracle statistique, mais comme l'effet mesurable d'un système où les règles sont appliquées sans exception. Le premier indicateur éclaire la discipline budgétaire. La progression de 784% par rapport à l'année précédente ne signifie pas une explosion soudaine du commerce, mais la récupération de recettes auparavant perdues dans les circuits informels. En termes simples, l'État a commencé à capter ce qui lui échappait. Cette récupération a été rendue possible par la standardisation des procédures et par la réduction des marges de négociation individuelles au poste de contrôle. Quand chaque déclaration est enregistrée, comparée et auditée, la fuite devient plus coûteuse que la conformité. Le deuxième indicateur concerne le temps. Les délais de dédouanement, auparavant étirés sur plusieurs jours, ont été ramenés à des fenêtres beaucoup plus courtes grâce à l'automatisation et à la coordination interservices. Cette compression temporelle a un effet économique direct. Moins d'attentes signifie moins de coûts logistiques, moins de pénalités informelles et une rotation plus rapide des marchandises. Pour les entreprises, la prévisibilité devient un avantage concurrentiel, même dans un environnement régional instable. Le troisième indicateur est qualitatif mais appuyé par des volumes observables. Les grandes saisies opérées à Péna et dans d'autres centres urbains ont révélé l'ampleur des flux illicites auparavant tolérés. Médicaments contrefaits, cigarettes illégales et produits toxiques ne représentaient pas seulement une perte fiscale, mais un risque sanitaire direct. Leur interception a montré que la réforme ne se limitait pas à la collecte, mais s'étendait à la protection du marché intérieur et des consommateurs. Ces chiffres doivent être lus avec prudence. Ils ne garantissent pas, à eux seuls, la durabilité du modèle. Une hausse rapide peut masquer des effets de rattrapage temporaire. C'est pourquoi l'administration a associé les résultats financiers à des mécanismes de contrôle continu, audits mensuels, déclaration de patrimoine et système de signalement citoyen. L'objectif affiché n'est pas de battre des records, mais de stabiliser une trajectoire où la performance devient routinière, non exceptionnelle. Dans ce cadre, le rôle d'Ibrahim Traoré apparaît moins comme celui d'un gestionnaire quotidien que comme celui d'un fixateur de règles. En plaçant la douane au cœur de la souveraineté économique, il a transformé des indicateurs techniques en marqueurs politiques. Les chiffres ne servent pas seulement à convaincre des partenaires externes, mais à envoyer un signal interne. La conformité paie, la déviation expose. En résumé, les preuves quantitatives montrent un basculement clair entre un système tolérant les pertes et un système qui les traque. Elles n'expliquent pas tout, mais elles rendent visible un changement de norme. La question suivante est alors inévitable. Ces gains mesurables résisteront-ils à la pression du temps et des intérêts contrariés? Les critiques les plus structurées de cette réforme s'articulent autour de deux arguments principaux. Le premier affirme que la militarisation de l'administration douanière risque d'étouffer l'initiative économique. En renforçant la discipline, en multipliant les contrôles et en réduisant les marges d'interprétation, l'État pourrait créer un climat de peur, dissuader certains opérateurs et ralentir les échanges. Dans cette lecture, la conformité stricte serait obtenue au prix d'une flexibilité nécessaire au commerce, surtout dans une économie où l'informel a longtemps compensé les faiblesses institutionnelles. Le second argument pointe un risque politique. En concentrant la réforme autour d'une figure centrale et d'une chaîne hiérarchique forte, le système pourrait devenir dépendant de la volonté d'un leadership précis. Si l'élan se relâche ou si les priorités changent, les anciennes pratiques pourraient réapparaître. Cette critique suggère que sans contre-pouvoir administratif solide et sans ancrage culturel profond, les résultats actuels pourraient n'être qu'un épisode transitoire,
portées par la conjoncture plus que par une transformation durable. Ces objections méritent d'être prises au sérieux, car elles reposent sur des expériences observées ailleurs. Cependant, les données issues du terrain burkinabé nuancent ces craintes. La réduction des délais de dédouanement et la hausse des recettes indiquent que la discipline n'a pas bloqué les flux, mais les a rendus plus prévisibles. Pour de nombreux opérateurs, cette prévisibilité réduit l'incertitude même si elle supprime les arrangements personnalisés. Le coût de la conformité devient clair et donc intégrable dans les décisions économiques. Sur le plan institutionnel, la réforme a cherché à dépasser la logique d'un simple commandement. Les audits réguliers, la déclaration obligatoire de patrimoine et les mécanismes de signalement citoyen introduisent des formes de contrôle horizontal. Ils ne remplacent pas un état de droit pleinement consolidé, mais ils créent des frictions contre le retour automatique des anciennes pratiques. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré apparaît moins comme l'unique garant que comme l'initiateur d'un cadre où la règle est censée survivre aux individus. La réponse aux critiques n'est donc pas un démenti, mais une dense hypothèse testable. Si la discipline produit à la fois recette et confiance, elle peut devenir une norme partagée plutôt qu'une contrainte imposée. Ce qui a changé au Burkina Faso n'est pas seulement la manière de contrôler, mais la fonction même de la douane dans l'architecture de l'État. Longtemps perçue comme un point de fuite inévitable, elle est désormais utilisée comme un instrument de vérification permanente. Chaque passage, chaque déclaration, chaque saisie devient une mesure de cohérence entre discours et pratique. Cette bascule redéfinit le centre de gravité de la réforme. Au milieu du processus, un constat s'impose. La lutte contre la corruption n'a pas été pensée comme une campagne morale abstraite, mais comme une suite d'actes vérifiables. Les technologies, les rotations et les audits ne sont que des moyens. Le cœur du changement réside dans la répétition quotidienne de décisions identiques, appliquées sans exception visible. À ce stade, la réforme cesse d'être un projet pour devenir une habitude institutionnelle en construction. C'est ici que la ligne politique d'Ibrahim Traoré prend un sens plus précis. En insistant sur la frontière comme point de départ de la souveraineté, il a déplacé l'attention vers un espace où l'État rencontre directement ses citoyens et ses opérateurs économiques. Ce choix expose immédiatement les incohérences, mais il permet aussi de les corriger en temps réel. La frontière n'est plus un symbole lointain, elle devient un tableau de bord vivant. Ce point du récit révèle donc un enjeu plus large. Si la norme tient à cet endroit précis, elle peut se diffuser ailleurs. Si elle cède, tout le reste vacille. Pour l'État burkinabé, la réforme douanière a d'abord produit un effet de crédibilité. La hausse des recettes et la visibilité des saisies ont renforcé la capacité budgétaire sans recourir à de nouveaux prélèvements. Cette consolidation donne une marge de manœuvre politique plus large, notamment pour financer des fonctions régaliennes souvent fragilisées. Surtout, elle envoie un signal interne clair. La règle n'est plus négociable au guichet et l'administration peut fonctionner sans tolérer la perte comme fatalité. Dans un contexte régional instable, cette capacité à tenir une ligne devient un actif stratégique. Pour les entreprises, l'impact est plus ambivalent, mais globalement structurant. Les opérateurs qui prospéraient grâce aux arrangements informels ont vu disparaître un avantage compétitif artificiel. À l'inverse, les acteurs respectant les procédures bénéficient désormais d'une meilleure prévisibilité. Des délais de dédouanement plus courts et des coûts plus lisibles facilitent la planification logistique. Cette normalisation réduit l'incertitude, même si elle impose une discipline nouvelle. À moyen terme, elle favorise les entreprises capables d'intégrer la conformité comme un coût fixe plutôt que comme une variable opaque.
Pour les citoyens, les effets sont moins chiffrables mais immédiatement perceptibles. La saisie de médicaments contrefaits et de produits toxiques a mis en évidence un lien direct entre corruption et risques sanitaires. Lorsque ces marchandises sont retirées des circuits informels, la réforme cesse d'être abstraite. Elle touche la sécurité quotidienne, la santé et la confiance dans l'action publique. Dans les marchés et sur les routes, le discours a changé. Payer pour passer n'est plus présenté comme une nécessité, mais comme un comportement risqué. À l'échelle régionale, le Burkina Faso devient un point de comparaison. Des délégations venues de pays voisins ont observé les dispositifs mis en place, non pour les copier intégralement, mais pour en comprendre la logique. La réforme suggère qu'une frontière plus disciplinée peut fluidifier le commerce légal plutôt que le bloquer. Elle alimente aussi un débat politique plus large sur la souveraineté économique dans le Sahel. En ce sens, l'approche portée par Ibrahim Traoré dépasse le cadre national et s'inscrit comme une proposition de méthode. Ses conséquences ne sont pas définitives. Elles dessinent une trajectoire, pas une garantie. Leur maintien dépendra de la capacité à transformer ces gains initiaux en normes durables, acceptées au-delà de l'effet de rupture. La question suivante devient alors centrale. Comment cette dynamique peut-elle évoluer dans les mois à venir sans perdre sa cohérence? Dans un scénario de base, la réforme douanière se stabilise sans accélération spectaculaire. Les systèmes numériques continuent de fonctionner, les rotations sont maintenues et les audits réguliers limitent le retour des pratiques informelles. Les recettes se normalisent à un niveau supérieur à l'ancien régime, sans reproduire les pics liés au rattrapage initial. Cette trajectoire suppose une vigilance administrative constante et une capacité à gérer l'usure du quotidien. Lorsque l'attention médiatique diminue et que la discipline devient routinière plutôt qu'exceptionnelle. Un scénario plus optimiste repose sur l'extension coordonnée des dispositifs actuels. L'interconnexion complète des postes frontaliers, l'élargissement de l'usage de l'analyse de données et une coopération régionale accrue pourraient renforcer les effets positifs observés. Dans cette hypothèse, la frontière devient un point d'appui pour une intégration commerciale plus transparente avec les pays voisins. La conformité, perçue comme une contrainte au départ, se transforme en avantage compétitif régional. Cette dynamique renforcerait la position politique du Burkina Faso comme référence en matière de gouvernance opérationnelle. Le scénario le plus défavorable met en lumière les fragilités du modèle, une pression économique accrue, des critiques politiques internes ou externes, ou un relâchement dans l'application des règles pourrait rouvrir des espaces de négociation informels. Les réseaux anciens, affaiblis mais non disparus, chercheraient à s'adapter aux nouveaux outils plutôt qu'à disparaître. Dans ce cas, les indicateurs financiers resteraient acceptables qu'à court terme, mais la confiance accumulée commencerait à s'éroder, rendant la réforme plus vulnérable. Ces trois trajectoires ne sont pas exclusives. Elles peuvent coexister selon les postes, les régions et les périodes. La variable déterminante reste la cohérence dans l'application des règles. Si chaque entorse est perçue comme tolérable, l'ensemble du système s'affaiblit. Si au contraire la constance l'emporte, la réforme peut s'ancrer durablement, indépendamment des personnes. C'est là que la vision d'Ibrahim Traoré est mise à l'épreuve. Non dans l'annonce, mais dans la capacité à maintenir un cadre stable face au temps. Pour l'observateur extérieur, cette réforme invite d'abord à un déplacement de regard. Elle montre que des changements perçus comme techniques peuvent produire des effets sociaux tangibles lorsqu'ils touchent des points de contact quotidiens entre l'État et la population. La frontière, souvent abstraite dans les débats publics, devient ici un espace concret où la règle se matérialise. Regarder ce processus oblige à se demander comment, dans d'autres contextes, des lieux comparables pourraient jouer un rôle similaire.
Pour les acteurs économiques ordinaires, l'expérience burkinabé renvoie à une question simple. Combien coûte réellement l'informalité? Lorsque les règles sont floues, chacun paie différemment en argent, en temps ou en incertitude. La normalisation observée suggère qu'un système plus strict peut paradoxalement réduire la charge globale en rendant les coûts les prévisibles. Cette logique peut parler aux entrepreneurs, aux transporteurs et aux travailleurs qui évoluent dans des environnements où la négociation permanente épuise plus qu'elle ne protège. Pour les citoyens, l'impact est aussi moral. Voir des produits dangereux retirés des marchés ou des agents sanctionnés publiquement modifie la perception de l'autorité. L'État cesse d'être uniquement une source de contraintes pour redevenir un acteur de protection. Cette évolution ne transforme pas immédiatement les conditions de vie, mais elle altère le rapport psychologique à la loi. Respecter la règle n'apparaît plus comme une naïveté, mais comme une option rationnelle. Enfin, pour le spectateur plus lointain, cette trajectoire soulève une interrogation personnelle. Si une administration longtemps décrite comme défaillante peut être redressée par des choix cohérents et mesurables, quelles pratiques considérées comme immuables ailleurs pourraient être réexaminées? L'exemple ne fournit pas de recette universelle, mais il rappelle que la gouvernance n'est pas qu'une affaire de discours. Elle se joue dans des gestes répétés, visibles et comparables. C'est à ce niveau que chacun peut mesurer ce qu'il attend réellement de l'État. La poursuite de la réforme repose sur une séquence d'actions clairement identifiées plutôt que sur des déclarations générales. La première consiste à consolider les mécanismes existants. Les audits mensuels doivent rester réguliers, publics dans leurs principes et suivis d'effets mesurables. Sans cette continuité, les outils numériques et les règles de rotation perdraient rapidement leur crédibilité opérationnelle. La constance, plus que l'innovation, devient ici la priorité. La deuxième étape concerne les ressources humaines. Le recrutement et la formation de nouveaux agents doivent prolonger la logique engagée en mettant l'accent sur l'éthique comme compétence professionnelle. La future Académie des douanes, annoncée comme un espace de formation intégré, vise à ancrer cette culture dès l'entrée dans le service. L'objectif n'est pas seulement de transmettre des procédures, mais de normaliser des comportements observables et évaluables. La troisième étape touche à la coordination interservices. La coopération entre douanes, forces de sécurité et administration fiscale doit rester structurée par des échanges de données plutôt que par des arrangements informels. Cette interconnexion réduit les angles morts et limite la capacité des réseaux illicites à se reconstituer par déplacement. Elle transforme la frontière en un nœud d'information, pas seulement en un point de contrôle. La quatrième étape est politique au sens strict. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, le cadre normatif doit être protégé des exceptions opportunistes. Chaque dérogation tolérée affaiblit la règle collective. À l'inverse, chaque application cohérente renforce la crédibilité de l'ensemble. La feuille de route n'est donc pas une liste d'objectifs lointains, mais une discipline quotidienne. La question reste ouverte. Cette exigence pourra-t-elle être maintenue lorsque la réforme cessera d'être nouvelle? La nuit revient sur la frontière comme au début. Les mêmes lampes, les mêmes routes poussiéreuses, les mêmes camions à l'arrêt. Mais le décor ne raconte plus la même histoire. Là où l'arrangement discret dominait, une routine différente s'est installée, faite de gestes répétitifs, de contrôles tracés et de décisions assumées. Ce sont ces détails, presque banals, qui donnent chair à la réforme. Le motif revient à celui des agents évoqués plus tôt, ces figures anonymes devenues repères. Leur travail n'a rien d'héroïque au sens classique. Il est monotone, parfois ingrat, mais il est désormais porteur d'un sens partagé.
en appliquant la règle sans négociation, ils incarnent une idée simple. L'État existe quand il se rend visible dans l'ordinaire. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré n'apparaît pas seulement comme un chef politique, mais comme le point d'origine d'un récit collectif réorienté. Sa doctrine a trouvé une traduction concrète dans ses postes frontaliers, là où la souveraineté cesse d'être un mot pour devenir une pratique. La frontière, autrefois périphérie oubliée, s'est transformée en cœur battant d'une exigence morale. Gardons en mémoire cette phrase. La dignité commence là où la règle tient. Cette histoire ne demande pas une adhésion automatique ni une admiration sans réserve. Elle invite plutôt à une comparaison honnête, à observer comment, dans un contexte contraint, des règles simples appliquées de manière constante peuvent produire des effets visibles. La réforme burkinabé ne prétend pas résoudre tous les problèmes d'un État, mais elle pose une question universelle. Où commence réellement la crédibilité publique et comment se mesure-t-elle au quotidien? Pour certains, ce récit résonnera comme une confirmation que l'intégrité peut être un levier politique concret. Pour d'autres, il soulèvera des doutes légitimes sur la durabilité et les coûts de cette approche. Dans les deux cas, il offre un matériau de discussion qui dépasse les slogans. En suivant le fil proposé par Ibrahim Traoré, la frontière devient un miroir tendu à d'autres sociétés riches ou pauvres, stables ou fragiles. La réflexion ne s'arrête pas au Burkina Faso. Elle se prolonge là où vous vivez, travaillez ou observez l'action publique. Si cette trajectoire vous interpelle, partagez-la, discutez-la, critiquez-la. Et posez-vous cette question simple. Si la règle tenait vraiment là où tout commence, qu'est-ce qui changerait autour de vous?